Salut à tous, vous regardez Campus Channel, on est ensemble pour 40 minutes de chat décomplexé avec Grand Sud Formation pour le Master Management et Stratégie Touristique. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Émilie Téchenet qui est directrice des études et Pierre-Antoine Césaré qui est diplômé et qui travaille chez Click & Boat. Ils attendent vos questions, on commence tout de suite avec le pitch. Vous êtes prête ? Oui. Vous avez 1 minute chrono, c'est parti. Grand Sud Formation, c'est une école supérieure de tourisme qui a été créée il y a 27 ans à Toulouse, en plein cœur de la ville rose, et qui a toujours affiché fièrement sa spécialisation 100% tourisme. Nous formons chaque année 300 élèves, des étudiants et des adultes, sur des cursus bac à bac plus 5. Notre point fort, c'est précisément notre connaissance du secteur du tourisme. C'est la première activité en France, et notre enjeu, c'est de former des futurs professionnels du tourisme qui ont envie de relever les défis de ce secteur dynamique et qui évolue à grande vitesse. L'ambition de notre master en management et stratégie touristique, c'est de former des managers capables d'analyser, de comprendre les enjeux de ce secteur d'activité pour piloter et mettre en œuvre des stratégies de développement. C'est un master qui est avant tout professionnalisant, qui est axé sur la digitalisation et l'international et qui répond parfaitement aux attentes et aux nouveaux besoins des professionnels sur ce secteur d'activité. Notre meilleur indicateur, c'est la réussite des diplômés. Voilà, nous avons 50% des élèves qui trouvent un boulot avant la fin. On passe au face-à-face. Continuez à nous envoyer vos questions, elles s'affichent ici. Allez la régie, on envoie la première question. Alors bonjour, je vais y répondre moi. Donc faut-il forcément un BTS tourisme pour intégrer le master ? Non, puisque je vais parler de moi-même. Donc moi j'ai une licence, j'ai eu d'abord un peu pour mon background, j'ai eu une licence commerce et distribution à la CCI d'Ajaccio. Puis après j'ai effectué une licence sciences économiques et sociales à l'université de Montpellier Paul Valéry. Et puis j'ai voulu me spécialiser dans le tourisme, qui est assez passionnant et ça m'a toujours plu. Et donc j'ai effectué mon master tourisme sans passer par le BTS. Et sans avoir fait de stage dans le tourisme avant ? Après, voilà, je suis originaire de Corse, donc j'ai une certaine affinité avec le tourisme, c'est 30% de l'économie. Tous les étés, j'ai fait des saisons dans un restaurant, celui de mon frère, et donc j'avais une certaine expérience déjà du tourisme. En tant que serveur, du coup ? En tant que serveur, mais aussi responsable, où vraiment on essayait de gérer, de préparer la saison à deux en amont. Donc c'était, dans l'opérationnel pur et dur, dans le tourisme. Et voilà. Et c'est ça qui t'a donné envie d'en faire ta carrière ? Et c'est ça qui m'a donné envie d'en faire la carrière, je ne sais pas encore, mais de m'orienter vers le tourisme, bien évidemment. Et dans ta promotion, alors toi tu disais donc que tu n'avais pas forcément fait un BTS tourisme, quel type de profil on trouve ? Alors on trouve à peu près tous les profils, c'est-à-dire des personnes qui ont fait des BTS tourisme qui étaient déjà chez Grand Sud, et c'est sûr, ils avaient déjà une expérience au niveau du tourisme, qu'est-ce qu'un tourisme d'affaires ou tourisme réceptif, mais il y avait aussi des personnes qui venaient comme moi, un profil un peu plus général, des licences LEA où ils maîtrisaient les langues, ils ont souhaité s'orienter vers le tourisme et un peu connaître les facettes du commerce et du tourisme. Voilà. Ok. Le grand classique, l'étudiant classique qui vient chez vous, qu'est-ce qu'il a fait avant ? Alors en master, on a une majorité d'élèves qui arrivent avec un parcours dans le tourisme. Ça peut être un BTS tourisme, un bachelor pendant lequel ils sont spécialisés sur une filière dans le tourisme. Mais on accueille aussi des étudiants comme Pierre-Antoine et d'autres qui ont un parcours plus généraliste, mais qui ont souvent généralement une expérience opérationnelle qui nous a intéressés ou séduits dans le tourisme. Voilà. Et on propose pour les élèves qui arrivent d'un parcours autre un séminaire tourisme à la rentrée qui leur permet de découvrir un peu le tourisme à 360 degrés, on va dire. En quoi il consiste ce séminaire tourisme ? Alors c'est vraiment un séminaire de 15 jours avec notre équipe pédagogique qui permet un peu d'identifier le secteur du tourisme, de comprendre qui sont les acteurs, quels sont les process de l'industrie et des services du tourisme, de mieux maîtriser aussi tout le vocabulaire professionnel, technique, et de comprendre aussi quelles sont les principales activités et de les découvrir comme la conception, etc., pour être après plus à l'aise pour avancer dans le master. Donc c'est une sorte de remise à niveau pour ceux qui n'en ont pas fait avant, c'est ça ? C'est un panorama complet du tourisme. Et ça concerne combien d'étudiants ? Alors, c'est un séminaire qui est commun pour nos étudiants qui entrent en bachelor et en master. Et cette année, par exemple, on avait 30 élèves qui ont suivi ce séminaire. Et donc en master, ça fait combien d'élèves ? Et en master, ils étaient à peu près 10. Voilà, pour donc une classe de 24. Donc 10 personnes qui n'ont pas fait de tourisme avant de rejoindre le master. Pour une classe de 24, donc c'est à peu près les proportions que je vous ai données. Ok, très bien. Voilà. Je vous laisse passer à la deuxième question.
Alors, quelle est la différence entre un master et un master chez vous? Ça, c'est une différence qui est peut-être un petit peu longue à expliquer si on rentre dans les détails, mais en fait, le master sans E est un terme réservé à l'université. Et en France, on est dans un clivage privé-public, où l'université a ses propres dénominations, en fait, et le privé a ses autres dénominations. Donc, nous sommes une école privée, et en ça, nous proposons un master. Et donc, le master, est-ce qu'il est visé par le ministère? Alors, le master universitaire, ça, c'est ce qu'on va appeler un diplôme d'État de l'éducation nationale. Nous, notre master, il va permettre d'obtenir un diplôme qui est européen et qui est reconnu donc à l'échelle européenne, qui permet d'obtenir les 300 crédits ECTS. Donc, c'est vraiment le grade de master européen. Et ensuite, ce que nous proposons, nous, c'est un double diplôme où on propose à nos élèves de valider notre propre master en management et stratégie touristique, qui est un titre en cours de certification. Et là, on est en France, dès qu'on est sur un titre certifié, c'est le ministère de la formation professionnelle, du travail et de l'emploi. Voilà, et c'est un titre de niveau 1, donc qui est en cours de certification. Ok, et vous aurez la réponse quand? Ça ne dépend pas de nous, mais en tout cas, le dossier est déposé en cours d'élaboration depuis plusieurs mois, depuis que notre troisième promotion en fait est sortie, et c'était en novembre 2016. Okay. Notre troisième promotion est sortie. Voilà, et donc ensuite, nous, ce qui va être important pour nous, c'est précisément la reconnaissance professionnelle, vraiment des compétences qui sont acquises dans le master. Ok, je vous laisse passer à la question suivante. Alors, dans le secteur du tourisme, peut-on aussi travailler pour des grands groupes? Et si oui, avez-vous des partenariats avec eux? Ou bien c'est plus des PME et petites agences? Donc, moi, je peux commencer à dire quelques mots dessus. Oui, dans le secteur du tourisme, bien évidemment, on peut travailler pour de grands groupes. Pour mon expérience personnelle et celle de mes camarades, donc j'avais une camarade dans ma classe qui a travaillé chez Airbus dans le comité d'entreprise où elle préparait les voyages tous les salariés d'Airbus. Donc c'est quand même un fleuron de l'industrie française. Et aussi une autre camarade chez GL Events. Et en fait, le tourisme, on peut travailler dans des grands groupes, mais aussi des petites agences ou des PME comme moi qui suis actuellement chez Click & Boat, où nous sommes 30 salariés cet hiver. Et qu'est-ce que tu fais chez Click & Boat? Je suis business developer, donc c'est-à-dire je m'occupe de développer le marché, la France, de faire voyager les personnes, de les accompagner pour ceux qui ont des projets de navigation d'une semaine envoyés au catamaran un peu partout. Business developer, ça ressemble un peu à chef de projet au final, non? Chef de la projet, manière dont tu le décris. En fait, en parallèle, c'est-à-dire on est aussi dans l'opérationnel, on va accompagner ces personnes sur des projets de navigation et donc on va essayer de faire naviguer un maximum de personnes et préparer au mieux leurs vacances. À côté de ça, on essaye d'améliorer l'expérience du client sur le site, pourquoi il n'a pas réservé ce bateau, qu'est-ce qu'il a aimé dans le fonctionnement du site. Et aussi, là, on est en train d'ouvrir des marchés comme la Grèce, la Croatie, et qui sont ouverts maintenant depuis 2 ans et on a des réflexions là-dessus. Oui, c'est un peu... il y a du business development et aussi de la conduite de projet en parallèle en établissant des partenariats. Tu touches un peu à tout au final. Exactement. Là. Et c'est quoi l'avantage des petites structures, petites ou PME ou petites structures? Petites structures ou PME, pour ma part, c'est d'avoir déjà un aperçu global du développement de la boîte. On a investi à 100%. On a rapidement de grandes responsabilités où vraiment l'impact, moi, Pierre-Antoine, je vais avoir sur Click & Boat, il va être de suite visible sur le volume d'affaires de la boîte ou sur son développement. Et donc, c'est très motivant. Et si on regarde au niveau des débouchés de vos diplômés, quelle proportion va dans un grand groupe et quelle proportion va plutôt dans des petites structures? Alors, je dirais qu'on va avoir peut-être 30% qui vont dans des grands groupes, donc ça peut être des grandes chaînes hôtelières. Okay. Il y a pas mal de débouchés, surtout à l'issue du master. On a pas mal d'anciens élèves qui travaillent dans des grands groupes hôteliers en France et même surtout à l'étranger. On va en avoir qui travaillent dans des tours opérateurs, des compagnies aériennes. Donc là, ce sont vraiment les grands groupes qui vont être les plus présents parmi les débouchés de nos anciens élèves. Et ça, c'est 30%, vous disiez? Oui. Et ensuite, je dirais 70% qui vont être dans des structures, alors pas forcément très petites non plus, mais en tout cas des structures peut-être pas internationales ou européennes, puisque dans le tourisme, on va retrouver beaucoup d'acteurs au niveau local, que ce soit dans la distribution, dans le réceptif, dans l'événementiel. Donc il y a vraiment des opportunités qui vont être assez larges. Et puis on en a aussi qui vont aller travailler chez les institutionnels, donc qui vont participer au développement touristique d'un territoire, que ce soit en France ou à l'étranger également. Ok, très bien. Voilà.
Alors, vous mettez en avant le partenariat avec le cluster tourisme Midi-Pyrénées, mais de quoi s'agit-il exactement? Alors, le cluster tourisme d'affaires Midi-Pyrénées, il a été créé il y a à peu près 5 ans. Un cluster, en fait, c'est un groupe qui va réunir à la fois les professionnels du tourisme, les acteurs locaux, donc Toulouse Métropole, l'Office de tourisme, et également la formation pour pouvoir être un organe en fait de réflexion, pour pouvoir améliorer la performance du tourisme d'affaires en Midi-Pyrénées. Alors Midi-Pyrénées à l'époque, il est en voie d'évolution, et se dire voilà, si on veut réfléchir à comment être performant demain, il faut s'interroger sur les compétences dont nous aurons besoin pour pouvoir dès aujourd'hui mieux former les futurs professionnels de demain. Donc ça nous permet surtout, nous, d'être en contact avec tous les professionnels du tourisme, et c'est pour ça que nous avions été choisis pour représenter la partie formation. Il y a l'université aussi à nos côtés qui représente la partie recherche, et c'est vrai que ça, d'avoir la reconnaissance des professionnels, pour nous, c'est très important, et au quotidien, ça nous permet de toujours anticiper sur les besoins pour faire évoluer nos formations et qu'elles soient toujours en adéquation avec les attentes des professionnels et du marché. Alors si les professionnels sont dans le cluster, alors vous les voyez, bon c'est bien, mais pour les étudiants, comment ils peuvent toucher du doigt ces professionnels? Alors nous avons la chance d'avoir beaucoup de professionnels qui sont impliqués à l'école et précisément dans nos formations. Je dirais que pour le master en management et stratégie touristique, on a chaque année à peu près 50 entreprises professionnelles qui vont s'impliquer dans la formation. Alors d'une part parce qu'ils vont accueillir nos élèves en stage ou en alternance, d'autre part parce qu'ils vont animer des débats à l'école, ensuite parce qu'ils vont proposer des études de cas sur une journée avec nos élèves, mais aussi parce qu'ils vont travailler avec nos élèves sur des missions et des projets tutorés. Tous nos élèves participent en première et en deuxième année à des missions de diagnostic d'entreprise, diagnostic de territoire et projets tutorés. Alors justement, je vous laisse passer à la question suivante puisqu'on est en plein dans le sujet. Alors un exemple de projet tutoré, peut-être tu peux donner celui sur lequel tu as travaillé. Alors moi par exemple j'en ai travaillé déjà sur plusieurs. Bon, un qui m'a vraiment tenu à cœur c'était Toulouse les Orgues. C'est le festival de Toulouse, c'est un festival européen où on a pu travailler toute la classe sur une réflexion ou comment développer l'attractivité des orgues qui sont quand même assez peu connus du grand public, et le développer, apporter un peu de notre touche jeune et digitale pour avoir plus d'entrée sur ce festival. Et comment vous avez apporté votre touche jeune et digitale alors? Alors, qu'est-ce qu'on a apporté? Dans le fonctionnement, on avait des rendez-vous toutes les semaines pour faire des points avec l'équipe de Toulouse les Orgues. On leur proposait de nouvelles campagnes de communication, des packages qu'on pouvait leur proposer. En fait, on a fait tout un business plan pour la 21e ou la 22e édition, je ne sais plus laquelle c'était, que ça soit de la commercialisation du produit à tout l'environnement qu'il y a autour. Donc, les sites où on allait choisir quel site de Toulouse, quelle église, quelle orgue, quelle journée, pour quel profil de passionnés ou non d'orgue. Okay. Et après, ce projet, on a pu aussi, c'était même bien plus qu'un projet tutoré, puisqu'on a pu faire notre présentation. En fait, on était comme des consultants externes, on a apporté notre touche et qui a été mise en place, me semble-t-il d'ailleurs, par Toulouse les Orgues. Et on a présenté notre projet à la fin, juste avant la dernière édition, pour qu'ils mettent en place un peu ce qu'on a fait. Et donc, c'est toute la promotion qui travaillait sur ça? C'est toute la promotion. On était divisé en petites équipes de 3 ou 4. Et donc, on avait tous chacun nos idées, on travaillait un peu en synergie et sur l'élaboration. Et donc, c'est un projet par an ou est-ce que vous en proposez plusieurs? Alors, au niveau du projet tutoré, c'est un projet par an par classe. Donc, il y a un projet tutoré en première année et un projet tutoré en deuxième année. Et ensuite, les étudiants vont aussi travailler en binôme sur des missions en entreprise. En première année, on est plutôt sur un diagnostic d'entreprise, donc positionnement, c'est en binôme. Et en deuxième année, sur un diagnostic de territoire. Ok. Voilà. Alors, on va faire une petite pause dans les questions puisqu'on passe aux 3 mots max. Le 3 mots max, c'est 3 mots maximum pour définir leur programme et à chaque mot, un argument. C'est à vous. Alors, le premier mot, ça serait global. C'est-à-dire que notre master, il est complet, il vise vraiment une compréhension complète du secteur du tourisme pour être vraiment capable ensuite d'en analyser les enjeux. Voilà. Ok, global. Votre deuxième mot? Alors, moi, je dirais professionnalisant, parce que durant mon cursus, j'ai pu effectuer plusieurs stages
alterné et projet tutoré qui m'ont permis d'avoir une approche un peu globale du tourisme et de savoir ce que je voulais faire et de faire un stage de fin d'études vraiment dans l'entreprise que je voulais et travailler aujourd'hui dans l'entreprise dans laquelle je me plais. Très bien. Et votre troisième et dernier mot? Je dirais engagé. Alors il y a l'engagement de l'équipe pédagogique, l'engagement des professionnels du tourisme à nos côtés, mais c'est surtout l'engagement des élèves qui rentrent en master en management et stratégie touristique. J'attends d'eux qu'ils soient engagés sur leur projet professionnel et surtout sur leur cursus. On va les sortir de leur zone de confort. C'est souvent leur zone de confort, l'opérationnel, pour les hisser vers l'analyse et la réflexion et qu'ils soient aptes en fait à être force de proposition. Voilà, un peu à l'image de consultant, comme disait Pierre-Antoine. Je propose parce que je sais et je sais parce que j'ai analysé. Donc ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup d'engagement. Très bien. Eh ben, merci pour ces 3 mots. Je vais vous laisser prendre la question suivante. Alors, est-on sûr à 100% de pouvoir faire le master en alternance? Non, en fait. Non. C'est-à-dire, comment ça se passe? Je vous laisse y répondre, Émilie. Alors, oui, ça marche. Au niveau du master, donc c'est un cursus qui peut être suivi en initiale ou en alternance. Nous avons quelques élèves, en moyenne 3-4 par an, qui sont en alternance, contrat pro ou stage alterné, mais la majorité des élèves est en initiale. En revanche, ce qu'il faut distinguer, c'est qu'on va être pendant 2 ans en alternance sur des missions en entreprise ou des stages en entreprise et à l'école. Donc ça, c'est vraiment propre à l'aménagement et l'organisation de la formation sur 2 ans, qui permet vraiment de multiplier, diversifier les mises en situation sur le terrain et en entreprise. C'est-à-dire que quand vous dites en alternance, en fait, on parle de contrat pro, c'est ça, pour les 2 ou 3 personnes qui font contrat pro, oui, tout à fait. Le master en alternance, c'est en contrat pro. Oui. Et le reste, ce que vous dites, c'est qu'ils ont beau ne pas être en contrat pro, ils alternent entre des missions d'entreprise et les cours. Exactement. Ils ont la possibilité, du coup, de diversifier vraiment leurs expériences. Ce qui est assez intéressant, on en parlait avec Pierre-Antoine tout à l'heure, c'est bien aussi d'aller... on arrive parfois en master en se disant, tiens, j'ai envie de travailler dans tel secteur d'activité, dans le tourisme, mais voilà, c'est quand même un secteur assez large. Et puis parfois, on va aller s'assurer sur le terrain que c'est vraiment ça qui nous plaît, ou ça va nous amener à faire évoluer le projet professionnel. Et pour nous, c'est aussi intéressant de voir les projets de nos étudiants évoluer. Mais alors, ceux qui sont en initiale, ceux qui ne font pas de contrat pro, ils ont cours quand même du lundi au vendredi? Non. En fait, quand ils sont en période à l'école, ils ont cours, alors selon les périodes, entre 2 et 4 jours par semaine. Et le reste du temps, ils sont justement sur des missions en entreprise. Et que vous leur trouvez? Oui. Ils ne doivent pas trouver leur mission toutes les semaines? Non, c'est une mission qui va durer par exemple 3 mois. Et c'est nous qui les trouvons. Alors, nous avons une coordinatrice qui est sur le suivi professionnel dans l'équipe pédagogique. Et nous anticipons avant l'arrivée de nos étudiants pour proposer à nos partenaires les missions en fait de diagnostic, d'entreprise ou de territoire. Nous les sélectionnons et ensuite c'est elle qui va affecter les missions en fonction des affinités de chacun. Voilà, pour travailler dessus. Ok, très bien. Et toi, Pierre-Antoine, du coup, qu'est-ce que tu faisais? Tu étais en contrat pro ou tu étais en initial? Donc d'une part, j'ai fait des projets tutorés avec les institutions, l'Office de tourisme de Toulouse, mais aussi j'ai fait justement des stages alternés. Pendant 3 jours par semaine, j'étais assistant commercial dans un hôtel. Et aujourd'hui, on voit que c'est peut-être pas la voie que j'ai prise, mais qui m'a permis de mûrir mon projet et de me tourner vers l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça, moi, j'encourage vraiment les étudiants qui font cette formation à essayer de multiplier les expériences professionnelles pour savoir où on veut aller et ce qu'on veut faire. Et du coup, on fait combien de stages en 2 ans de formation? Il y en a 2 déjà, 1 par année. Et après, si vous êtes en initial, donc il y a soit le choix du projet tutoré ou alors du stage alterné. Donc moi, lors de ma 2e année, j'ai fait 2 stages. Ok. Et on peut choisir le projet tutoré à la place d'un stage, c'est ça? Alors plus précisément, ou aujourd'hui en tout cas, parce que la formation a évolué et se structure aussi chaque année, le projet tutoré, ça il est obligatoire pour tous les élèves qui sont en master. Et ensuite, les missions, ce sont les missions en fait qui vont concerner les étudiants qui ne sont pas en contrat pro. Ceux qui sont en contrat pro, ils vont faire le diagnostic dans la structure dans laquelle ils sont en fait. Voilà. Et puis on peut aussi compléter avec une autre expérience qui est obligatoire entre la 1re et la 2e année. Donc là, ça peut être un stage, un job d'été, mais dans le tourisme. Voilà, et on va souvent encourager les étudiants qui n'ont pas encore eu d'expérience à l'étranger à profiter de cette césure entre la 1re et la 2e année pour justement partir en stage à l'étranger ou avoir une expérience professionnelle à l'étranger, ce qui me semble assez important quand on a l'ambition d'être diplômé en master. Très bien. Alors, si certains modules sont enseignés en anglais, quel niveau de langue faut-il avoir pour postuler?
Et me Tu dit- peux pas répondre? Oui, je peux y répondre, hein. Donc, moi, le niveau d'anglais, bon, il faut quand même avoir un certain niveau d'anglais parce qu'il y a certains cours qui sont distillés des cours qu'en anglais. Et donc, après, pour mettre vraiment, je ne peux pas mettre un niveau, mais il faut avoir quand même une certaine maîtrise de l'anglais. Mais tu as été testé sur ça au niveau Oui, j'ai été testé. des admissions? Oui, lors des Par quoi? admissions, par un test écrit où on doit faire une rédaction en anglais. Et donc, il y avait plusieurs exercices. Bon, pour moi, c'était il y a 2 ans, donc c'est test en anglais, un oral et un petit écrit Ok, de donc 400 écrit mots. plus oral en anglais. Voilà. Et c'est vrai que l'anglais, c'est indispensable dans le secteur du tourisme. C'est indispensable quand on veut être un futur manager dans le secteur du tourisme, parce qu'il y a des enjeux à l'international. Et pendant la formation, on prépare aussi nos élèves à passer le TOEIC. Voilà, et en milieu de 2e année, ils passent le TOEIC. Ok. Et quelqu'un qui serait mauvais en anglais ou du moins pas très bon, est-ce que vraiment ça peut être rédhibitoire à l'entrée dans le master? Ça pourrait l'être, oui, mais c'est vrai que dans le tourisme, on a quand même la chance d'avoir des profils qui arrivent avec des bons niveaux en langue, ou en tout cas des niveaux qui sont quand même suffisants. Et puis pendant 2 ans en master, on va aussi continuer à travailler l'anglais et à se perfectionner en anglais. Mhm. Et après, l'alternative, ça reste toujours de partir sur une expérience professionnelle, au moins de 3 mois dans un pays anglophone. Voilà, il y a pas mal d'opportunités dans le tourisme pour partir à l'étranger en Oui. stage, pour justement améliorer et conforter son niveau. Et c'est-à-dire que alors quand on postule, on envoie son dossier, Ouais. on passe aussi ses tests d'anglais. Si Ouais. j'ai un excellent dossier et que je rate un peu mon test, je vais pas être prise? Dans ce cas-là, c'est ce que je vous disais, l'alternative peut être de s'engager à partir sur une expérience en stage à l'étranger. Ok, donc je serai prise si je fais ça. Si vous avez un bon profil, Oui. ou un profil qui nous intéresse et que le niveau d'anglais n'est pas super, oui. Ok. Ça peut être par exemple aussi le cas d'adultes qui viennent en master alors dans le cadre de leur professionnalisation, c'est-à-dire qu'ils sont salariés, Mhm. ou dans le cadre d'une évolution professionnelle et qui n'ont peut-être pas été dans un environnement professionnel où ils ont pratiqué l'anglais depuis quelques années, les études sont loin. Donc ça, c'est vrai qu'on peut avoir parfois des personnes qui vont avoir des niveaux moins bons. Pour les étudiants, en général, ça pose pas de problème, les niveaux Ok. d'anglais. Et les adultes et les étudiants font la même formation, on parle toujours du master. Ouais. Ok. Alors, vous dites qu'on peut devenir directeur après le master, mais j'imagine qu'il faut d'abord faire ses preuves. Pourriez-vous me donner des exemples de premiers postes occupés par vos diplômés? Moi, je peux parler de mon expérience. Aujourd'hui, je suis business developer chez Click and Boat, donc c'est un poste, je suis sûr, on ne commencera jamais directeur. Il faut faire ses preuves pendant quelques années dans l'opérationnel où il faut être motivé et travailler un maximum. Mais voilà, on a des postes avec des responsabilités où on peut déjà gérer une équipe si on fait ses preuves et si on travaille. Ok. Et dans tes camarades de promo, je ne sais pas si tu as toujours contact avec eux, mais Oui. est-ce que tu peux me donner quelques exemples? Admettons, il y en a un deuxième qui travaille pour une chaîne de camping et donc qui lui gère un camping, l'animation d'un camping, donc c'est quand même un poste à responsabilité où je crois qu'il gère 4-5 personnes au quotidien Ok. pour le camping. Donc oui, on peut avoir des postes à responsabilité, bien savoir son expérience, bien choisir son expérience professionnelle et travailler, être motivé. Mais... Vous avez d'autres exemples à nous donner de premiers postes parce que le tourisme, c'est très large, vous l'avez dit C'est un vous-même. secteur d'activité très large. Donc, au niveau de nos diplômés, on a par exemple, alors je pense par exemple à une étudiante qui travaille pour les vins de Cahors et qui est chargée de développer, de faire le développement de l'onotourisme pour eux. On a des étudiants qui vont travailler dans l'hôtellerie et qui vont être, alors ça peut être des postes de sales manager ou commerciaux externes, ça peut être des postes plus en interne de développement commercial, ça peut être dans le réceptif, donc là pour travailler sur le développement touristique d'une destination. Les postes sont vraiment très larges. En revanche, ce qu'on dit toujours aux étudiants, c'est que personne ne les attend pour diriger une structure demain ou à la sortie de leur master, ça c'est bien évident. Le master, ça va surtout leur permettre d'évoluer plus vite vers des postes à responsabilité, des postes de management pour pouvoir plus rapidement piloter, encadrer des équipes ou des projets. Et est-ce qu'on a besoin de faire un master pour ça? Est-ce qu'on a besoin de ce grade pour accéder à ces postes-là dans le secteur du tourisme? Oui, je pense. En tout cas, c'est un vrai accélérateur de carrière ou c'est vraiment un tremplin pour accéder plus vite à ces postes. Dans le tourisme, on est vraiment dans un secteur d'activité où on a besoin avant tout de jeunes gens qui sont opérationnels, c'est-à-dire qui maîtrisent et qui connaissent en fait le savoir-faire opérationnel du secteur.
Donc en fait, souvent, nos étudiants arrivent avec un vrai bagage opérationnel. En master, on va leur apporter des outils complémentaires en ressources humaines, en management, en gestion, même en droit, en fiscalité, etc. pour leur permettre d'avoir des compétences plus larges et plus complètes. On va renforcer aussi leur connaissance et leur maîtrise du secteur d'activité, les amener vers la stratégie. Et c'est justement parce qu'ils vont pouvoir s'appuyer sur leur expérience opérationnelle, leur maîtrise opérationnelle avec des outils complémentaires qui seront capables de pouvoir accéder à ces postes-là. Ok. Allez-y. Bonjour, est-il possible de suivre ce master tout en travaillant à côté et dans mon cas en étant une jeune maman active? Vous êtes plus à même de répondre que moi, oui. Alors, c'est possible, bien entendu, puisque, on l'a dit tout à l'heure, l'organisation ou l'aménagement de la formation laisse du temps aussi pour s'investir sur des mises en situation d'entreprise. Nous, ce qu'on va conseiller, bien sûr, c'est quand même de privilégier les expériences dans le tourisme. Après, tout dépend. Si c'est quelqu'un qui arrive et qui a déjà 10 ans d'expérience dans le tourisme, il peut bien sûr continuer à travailler ou même continuer à exercer son métier à côté. À temps partiel, mais en aménageant les journées de formation. C'est-à-dire que les temps de formation que vous dédiez, par exemple, au projet tutoré et à d'autres types de missions, on peut zapper tout ça et travailler dans notre entreprise. Pas le zapper, mais s'organiser. On a dit que c'était un master où il fallait s'engager, s'investir. Parce que je compte, alors si on a les cours du lundi au jeudi, c'est ça? Par exemple, oui, sur des périodes, on va dire lundi à mercredi, et le jeudi et le vendredi de libre. Effectivement, on peut travailler à côté le jeudi et le vendredi. On a déjà aussi accueilli des salariés, c'est-à-dire qui, par exemple, je me rappelle d'un jeune homme, c'est pas le même exemple que celui dont parlait Pierre-Antoine tout à l'heure, mais qui travaillait dans un camping et les gérants étaient un couple qui allait partir à la retraite et voulaient confier la gérance du camping à leurs salariés. Donc, il a suivi notre master tout en continuant à assurer ses fonctions dans le camping. Et en se libérant en fait pour venir sur les journées de cours à l'école. Et au niveau des journées de cours, on a quels horaires de cours? Est-ce que c'est uniquement le matin? Ça donne C'est sur la journée, donc en gros c'est 8h30 ou 9h jusqu'à 17-18h. Ok, donc il faut quand même s'organiser avec son entreprise, on ne peut pas faire ça sans prévenir son patron. Ah non, et puis là c'est vraiment dans le cadre de la professionnalisation des salariés, dans ce cas-là. Oui voilà, on en discute, il y a tout un dossier, etc. C'est pas je fais la formation comme on pourrait faire des cours du soir par exemple. Non, pas du tout, non. Et les adultes, vous en avez beaucoup? On en a en master, on va dire, allez, 10%. 10%? Ouais. Ok. Et globalement sur l'école, 30%. Et comment ils se mélangent? Je vais peut-être te poser la question. Dans ta promo, est-ce que les adultes se mélangeaient bien avec les jeunes? Ou est-ce que c'était chacun de son côté? Non, tout le monde, en fait, nous, vraiment, on s'inspirait d'eux et eux, on s'aidait, on travaillait en synergie. Et justement, lors de projets tutorés, on n'avait pas peut-être les mêmes axes d'approche ou pendant les cas pratiques. Et c'est vraiment, on essayait de se conseiller et chacun s'enrichissait de l'autre. Et donc oui, s'intégrer très très bien dans cette formation. Ok, très bien. Tu peux prendre la question suivante. Alors, votre école s'appelle Grand Sud, ça veut dire que le bassin d'emploi est surtout local. Pour ma part, je ne pense pas, puisqu'aujourd'hui je travaille en région parisienne, donc à Boulogne-Billancourt. Je ne pense pas. Et vous pensez? Non, pas du tout. Dans le tourisme, on a la chance d'avoir un large éventail d'opportunités. Et bon, on l'a dit, c'est la première activité en France, mais c'est un levier économique dans pas mal de pays à l'international. Et donc, les débouchés sont vraiment partout en France et partout à l'international. L'école s'appelle Grand Sud parce qu'elle est née dans le Sud, à Toulouse. Voilà, mais nous n'avons qu'une seule école. Voilà, mais sinon, les débouchés sont vraiment... Justement, à l'international, ça veut dire quoi concrètement? Quelle proportion de vos diplômés travaillent à l'étranger, trouvent leur premier poste à l'étranger? En master en management et stratégie touristique, c'est un peu plus de 30% qui travaillent à l'étranger dès le premier poste. Ok. Et dans quel pays? Alors, on en a qui sont au Mexique, on en a qui sont en Angleterre, on en a qui sont en Arabie Saoudite, on en a qui sont en Espagne. Ok. Voilà, alors ça peut être... En gros, l'Amérique latine, l'Europe, l'Afrique, mais aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, les États-Unis. C'est plutôt dans des groupes hôteliers pour ceux qui travaillent à l'étranger? Alors, c'est surtout dans les groupes hôteliers, le réceptif. Ok. Voilà, beaucoup dans le réceptif aussi. Très bien. Et on va continuer dans un sujet sérieux puisqu'on passe à la question experte. Et la question experte, je vous laisse la lire.
Alors, certaines écoles de commerce proposent également des formations de niveau Bac+5 en management du tourisme. Ce n'est pas mieux d'aller dans une école de management pour apprendre le management. Alors, c'est une question intéressante et qui va me permettre de bien expliquer le positionnement de notre master en fait. Je pense qu'en école de commerce ou voilà, école de commerce, école de management, il y a effectivement beaucoup qui proposent des spécialisations tourisme sur le parcours grandes écoles ou Bac+5. Il s'agit pour moi de futurs professionnels qui vont avant tout avoir un bagage généraliste d'école de commerce, qui est un bon bagage, hein, j'en ai un donc je ne critique pas, mais qui vont après plutôt s'orienter sur une spécialisation fonctionnelle, c'est-à-dire ce seront de futurs directeurs financiers, de tour opérateurs, etc. Nous, notre positionnement, il est vraiment très différent et je pense que chacun fait très bien son métier. Nous, on n'a pas la prétention de faire le métier d'une école de commerce. Nous, on va au contraire partir de l'opérationnel, qui est vraiment notre cœur de métier, qui pour nous correspond à 80% de l'emploi dans le tourisme. Voilà, nous, les étudiants qui viennent chez nous, ils veulent vraiment être dans le tourisme et dans l'opérationnel. Je crois que c'est aussi ce qui ressort un peu des propos de Pierre-Antoine. Et nous, on va leur apporter voilà, une dimension management pour leur permettre d'évoluer en partant de l'opérationnel pour prendre des responsabilités, piloter des projets, encadrer des équipes, etc. C'est-à-dire quand vous dites dans l'opérationnel, on va pas être géo quand même à la sortie du master? Non, pour ça, on a une formation d'animateur qui est très bien. Voilà, non. Mais justement, non, mais l'opérationnel, ça veut dire que par exemple, pour travailler, alors j'ai par exemple une ancienne élève qui travaille sur le développement touristique d'un territoire dans le sud de la France, mais elle a une très bonne connaissance des métiers en office de tourisme, des métiers de terrain, de qui sont les acteurs, de comment aller chercher des subventions, etc. Et ça peut lui permettre effectivement d'être capable de comprendre les enjeux et d'accélérer le développement touristique de son territoire. Nous, on va plutôt être sur une approche en fait sectorielle du secteur du tourisme et non fonctionnelle comme dans une école de commerce ou de management. Et toi, au moment de choisir ta formation, pourquoi tu t'es décidé pour Grand Sud? Aussi pour Grand Sud, pour déjà l'environnement et comment développer l'attractivité d'une zone géographique où je pense que Grand Sud c'était différent d'une école de commerce où vraiment là où on peut avoir la différence c'est comment vendre une destination donc à ce niveau-là et après c'est surtout aussi pour axer tourisme mais donc en gros c'est... Donc c'est le contenu t'as regardé le contenu des cours et tu t'es dit si c'est plus opérationnel, et aussi, ça me plaît plus. toujours une certaine affinité avec le tourisme et aussi comment développer vraiment un territoire et une destination et pas forcément vendre un produit lambda dans une... C'est-à-dire ça, comment tu savais que ça allait être le cas chez Grand Sud, le fait de savoir développer un territoire? Dans le cursus, il y a des cours de développement de l'environnement avec des professeurs qui sont souvent des géographes et qui apprennent vraiment les typicités d'un territoire, par exemple en parlant de la roche, de la végétation, mais de la culture aussi, qu'on ne trouverait peut-être pas dans une école de commerce qui proposerait peut-être une approche produit et commercialisation. Ok, donc vous avez des géographes qui viennent donner des cours aussi. Alors en fait, on a une équipe pédagogique qui est composée essentiellement de professionnels du tourisme et en master, je dirais, de professionnels du tourisme qui ont occupé des postes de management dans les différentes organisations touristiques. Et nous avons un intervenant qui est effectivement chercheur et qui apporte une dimension aussi à notre master sur la partie développement touristique et environnement. Ok. Très bien, je vous laisse enchaîner avec la question suivante. Quelle est la sélectivité du programme? Nombre de candidatures reçues, nombre de candidats admis. Alors ça, moi, j'en ai aucune idée. Ouais, c'est peut-être plus une question pour vous. Alors, je dirais que le ratio, il est à peu près d'1/2. Okay. Voilà, avec une sélection qui va vraiment viser à recruter des candidats, alors qui ont les prérequis, le profil bien évidemment, donc ça c'est déjà une première sélection, et ensuite qui va viser à sélectionner des candidats qui ont un projet motivé dans le tourisme et qui seront capables d'avoir cet engagement sur les 2 années de master. Parfois, on est amené à proposer aux étudiants de d'abord passer par un bachelor pour renforcer leurs compétences opérationnelles avant d'entrer sur le master, par exemple. Voilà. Donc, quelqu'un qui n'aurait pas cette expérience opérationnelle, qui n'aurait pas travaillé les étés dans un restaurant ou dans un camping, ça peut poser problème pour intégrer le master ?
Oui, et on peut, ou quelqu'un qui n'a pas du tout d'expérience opérationnelle, parce qu'il y a certains cursus universitaires aujourd'hui où on ne fait pas de stage. Nous, ça va effectivement nous poser un problème pour l'entrée en master, parce qu'on veut que les jeunes gens aient déjà une approche opérationnelle. Ça, c'est très important. Ok. Et du coup, est-ce que c'est ça le critère qui pourrait faire que vous dites 1 sur 2? Du coup, la personne que vous ne prenez pas, c'est souvent pour cette raison-là ou il y a d'autres raisons? C'est souvent pour cette raison-là, en fait. Ok. Voilà, des étudiants qui voudraient trop rapidement entrer en master et penser qu'en 2 années, ils pourront avoir à la fois une approche opérationnelle, une approche stratégique. Ça, effectivement, ça va un petit peu coincer. On va leur proposer souvent d'abord passer un petit peu par un bachelor, acquérir et se spécialiser sur des techniques professionnelles avant d'entrer en master. Ok. Et le processus de sélection, donc il y a un dossier, il y a les épreuves d'anglais dont on a parlé tout à l'heure, il y a un entretien d'admission aussi? Oui. Et quand j'envoie mon dossier, est-ce que je suis sûre d'avoir l'entretien ou est-ce que vous faites une première sélection sur dossier? Non, tous les candidats qui postulent et qui envoient un dossier de candidature seront de toute façon reçus pour la sélection. Okay. Donc la sélection, elle peut se faire à l'école ou elle peut se faire à distance quand les étudiants sont à l'étranger ou en outre-mer. Il y a une partie de tests écrits, donc des tests par exemple en anglais, une analyse de texte, etc. et des tests de personnalité. Et ensuite, il y a surtout un entretien de motivation, soit avec Madame Chevalier, qui est la fondatrice de l'école, la directrice de l'école, soit avec moi. Voilà, un entretien qui dure à peu près 3/4 d'heure. Voilà, et qui va permettre vraiment de s'assurer que le master, ou toute formation d'ailleurs choisie par le candidat, est bien en adéquation avec son projet, son profil. Ça, c'est vraiment essentiel pour nous. Nous avons une dizaine de cursus à l'école et c'est vraiment important que chaque étudiant soit dans une formation qui réponde à ses attentes et dans laquelle il va réussir. Ok, très bien. Les stages proposés sont-ils tous en événementiel? Non, pas du tout. En fait, le tourisme, c'est vraiment un secteur assez varié et large. Donc, ça peut être le tourisme événementiel et d'affaires, les réceptifs, toutes les agences, l'institutionnel, les offices de tourisme. Et on voit qu'elles font tout l'effort pour se développer, mais aussi des entreprises privées, de commerce, des grands groupes ou PME. Donc non, les stages proposés ne sont pas tous dans l'événementiel. Et est-ce qu'on propose vraiment des stages ou est-ce que c'est toi aussi et tes camarades qui ont dû aller les chercher? On nous propose toujours des stages, bien sûr, mais si on veut vraiment, moi pour la boîte, on va souvent chercher son stage dans la boîte qu'on aimerait. Voilà, puis même je trouve que c'est très professionnalisant d'effectuer sa recherche de stage et très enrichissant où vraiment on se donne au maximum pour avoir son petit sésame et son diplôme et son stage de fin d'études. Mais on a des propositions. Mais on a beaucoup de propositions, notamment comme on parlait du cluster tourisme, d'acteurs et de partenaires qui ont des besoins et qui communiquent avec l'école et donc par mail où on a souvent des offres proposées où on peut postuler. Ok. C'est difficile de trouver un stage satisfaisant? Non, enfin après ça dépend, il faut s'en donner les moyens. Non, c'est pas difficile, il faut juste chercher. Et il n'y a personne qui se retrouve sur le carreau sans stage? Non, c'est jamais arrivé à l'école. On a la chance d'avoir beaucoup de partenaires. On existe depuis presque 30 ans dans le tourisme, donc ça nous permet d'avoir beaucoup d'offres de stage. On a un réseau d'anciens élèves et d'étudiants qui s'appelle Alumni sur lequel on poste nos offres de stage. Là, actuellement, on a 120 offres de stage sur notre plateforme Alumni. Ensuite, je dirais que les offres de stage, alors c'est important par exemple pour des étudiants en BTS de voir pas mal d'offres de stage pour essayer aussi d'affiner leur projet, de se projeter, de savoir ce qu'ils ont envie de faire. En master, je rejoins complètement ce que dit Pierre-Antoine et ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure sur l'engagement, c'est-à-dire qu'on attend des étudiants qui soient en capacité de s'engager sur leur projet professionnel et donc aussi sur leur recherche de stage. On fait une recherche de stage de manière très professionnelle en master, on les accompagne, on leur demande de pitcher sur les stages qu'ils choisissent, etc. pour vraiment se préparer un entretien. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas qu'un étudiant en master se contente de postuler à une offre de stage. Je veux qu'il ait en anticipation déjà analysé la structure dans son contexte, compris quels étaient les enjeux ou les opportunités et qu'il soit déjà au moment où il postule en stage, force de proposition pour dire moi j'ai envie de travailler avec vous en stage. Je vais bien sûr participer à l'activité opérationnelle, mais je vais aussi pouvoir vous accompagner sur tel sujet ou tel projet de développement parce que j'ai identifié que ça faisait partie de votre stratégie. Voilà. Ok. Et donc ça fonctionne assez bien. Très bien. Je vous laisse passer à la dernière question. Combien coûte la formation et y a-t-il moyen de la faire financer? Je vous laisse y répondre. Tu sais pas combien ça coûte? Oui, je sais, mais c'est plus technique. Non,
Alors, la formation coûte 5 000 €, ça c'est dans le cadre d'un financement privé. C'est 5 000 € par an? 5 000 € par an, plus des frais d'examen qui sont entre 300 et 400 € par an. Ok. Voilà. Ensuite, on peut payer comptant, on peut payer par mensualité, enfin, il y a des plans de paiement qui existent. Ensuite, on a à peu près à l'école 30% d'élèves qui vont avoir leur formation financée. Ça peut être, par exemple, des contrats de professionnalisation, voilà, qui vont permettre d'être à la fois rémunérés et financés. On accueille aussi des adultes ou jeunes adultes dans le cadre de congés individuels de formation. Okay. Donc en master, on en a chaque année. Donc là aussi, c'est un bon moyen d'être financé, rémunéré. Quand on a déjà de l'expérience professionnelle et qu'on a des droits ouverts, on peut avoir aussi des demandeurs d'emploi qui peuvent obtenir des financements, un financement partiel par exemple de formation. Okay. Mais il existe pas mal de choses. Et on a une collaboratrice, Stéphane, qui est chargée des admissions et qui s'occupe de conseiller et suivre tous les candidats, y compris sur les financements possibles. Ok. Alors, ça fait déjà 40 minutes qu'on est ensemble. Donc, je vais vous laisser quelques mots de conclusion, très brièvement, si vous souhaitez ajouter quelque chose. Donc, moi, je vais, pour conclure, déjà pour aider les futurs étudiants qui choisiront Grand Sud et ce master, toujours bien choisir ces stages à côté. C'est multiplier les expériences professionnelles pour savoir ce qu'on veut et où on va, et donc être acteur de sa formation. Très bien. Tiffany? Et moi, je dirais que si le master en management et stratégie touristique vous intéresse, le meilleur moyen, c'est de venir à notre rencontre, soit à Toulouse, soit en nous contactant sur notre site internet. Il y a des témoignages d'anciens élèves. On peut aussi vous mettre en contact avec les ambassadeurs, qui sont des étudiants qui répondent volontiers à des candidats par mail, sur Facebook, etc. Voilà, Grand Sud, c'est une école à taille humaine où on essaie vraiment d'accompagner chaque étudiant sur son projet professionnel. Très bien. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À plus.